Et si rien n'était vraiment aléatoire dans ce qui se passe au Sahel? Pourquoi a-t-on toujours l'impression que la région est au bord de quelque chose, sans jamais franchir ce fameux cap? Regardez bien, c'est chaque fois que des contrats sont remis en question, qu'on parle de souveraineté, ou qu'une alliance vacille, que l'instabilité surgit comme par magie. Les ressources s'en vont, or, uranium, pétrole, mais la transformation, elle, reste bloquée à la frontière. Pendant ce temps, la présence étrangère, soi-disant temporaire, s'installe, se normalise, reconfigure discrètement les leviers économiques et sécuritaires. On parle partout de crise permanente au Sahel, mais qui en profite vraiment? Ce n'est pas un simple chaos, une fatalité tombée du ciel. C'est une architecture, une ingénierie subtile qui façonne qui contrôle quoi, qui décide, qui s'enrichit, et qui reste à la marge. Tant qu'on ne décode pas ces dynamiques, on risque de rester prisonnier d'un récit qui justifie l'externalisation de la gestion des richesses, de la sécurité et même de la réputation des sociétés sahéliennes. Le Sahel, ce n'est pas juste une victime passive des événements. C'est un laboratoire où chaque solution laisse en place les structures qui produisent la crise. Mais alors, pourquoi chaque nouvelle flambée de violence ou chaque intervention étrangère paraît-elle inévitable, presque logique? Pour le comprendre, il faut revenir à l'événement qui a tout déclenché et voir comment, loin des projecteurs, il a recomposé toute la région. Tout a basculé loin des caméras et personne ne s'est soucié de ce qui glissait vers le sud. 2011. Les projecteurs du monde sont braqués sur Tripoli. La chute de Kadhafi, après l'intervention de l'OTAN, fait la une des journaux occidentaux. Mais à des milliers de kilomètres, sous la poussière du vent saharien, une onde de choc silencieuse traverse le continent. La Libye n'était pas qu'un régime. C'était une immense chambre forte, des armes à profusion, des montagnes de cash, des contrats stratégiques, et le poumon qui faisait vivre des centaines de milliers de travailleurs migrants. Quand le pouvoir s'effondre à Tripoli, tout le système s'effrite. Et rien, absolument rien, n'est pensé pour ce qui se passe au sud. En quelques mois, des flux entiers de revenus disparaissent. Les armes libyennes circulent sans entrave. Des combattants aguerris, dont certains venus du Sahel, retournent chez eux, porteurs de nouvelles ambitions et de nouveaux réseaux. Le Mali, jusque-là déjà fragile, perd rapidement le contrôle du Nord. Des alliances locales s'arment. Les cartes de pouvoir se redessinent, cette fois sans arbitre extérieur pour temporiser. Ce n'est pas une simple propagation du chaos. C'est un effet domino, brutal et implacable qui transforme le Sahel en un nouvel épicentre d'instabilité. Pourquoi personne n'a-t-il anticipé? Parce que l'on persistait à voir le Sahel comme une zone naturellement instable, une périphérie lointaine, où les crises seraient organiques, fatales. Pourtant, l'histoire n'opère jamais dans le vide. Les écosystèmes de sécurité sont liés. Quand l'un s'effondre violemment, les autres plient sous la pression. Les routes de trafic s'étendent, les réseaux de contrebande s'organisent, les frontières déjà mal surveillées deviennent poreuses. Le Sahel n'a pas explosé. Il s'est recalibré, sous contrainte, absorbant les conséquences d'une décision étrangère, sans aucun mécanisme de compensation. Ce basculement n'a rien d'abstrait. Il façonne la vie quotidienne. Les populations subissent de plein fouet l'effondrement des services, de la sécurité, de l'économie locale. Refuser de voir cet effet domino, c'est ignorer comment le passé sculpte les vulnérabilités d'aujourd'hui. C'est fermer les yeux sur le fait que chaque urgence au Sahel est aussi le résultat d'architectures invisibles, construites ailleurs, qui dictent la manière dont la région est gérée, surveillée, même racontée. Mais la tempête ne s'arrête pas à la simple contagion de l'instabilité. Elle ouvre la porte à une nouvelle forme de gestion. Quand l'urgence devient une architecture, qui décide des règles du jeu? Regardons de près. L'histoire récente du Sahel se lit comme la succession de solutions d'urgence qui finissent par devenir la norme. Prenons l'exemple de l'opération Serval. En 2013, la France intervient au Mali sous prétexte d'une menace terroriste fulgurante. On présente l'opération comme temporaire,
une intervention chirurgicale destinée à stabiliser la région. Mais très vite, le provisoire se transforme en structure. Serval laisse place à Barkhane, une force bien plus vaste, installée sur plusieurs pays, avec des bases fixes, des réseaux logistiques, des accords secrets et des contrats s'étalant sur des années. Ce qui devait être une réponse rapide devient un mode de gestion, une présence permanente presque banalisée dans le paysage politique et médiatique. Et la France n'est pas seule. L'ONU déploie la MINUSMA, une mission de maintien de la paix qui, au fil du temps, s'installe dans la durée. Les États-Unis, de leur côté, multiplient les bases de renseignement, les vols de drones, les opérations spéciales. Les infrastructures émergent, pistes d'atterrissage isolées, hangars, centres de commandement, réseaux logistiques transfrontaliers. Les contrats de sécurité se signent pour des décennies, tandis que la rhétorique officielle continue de parler d'urgence, comme si la situation devait se résoudre demain. Mais un paradoxe s'installe. Malgré cette militarisation massive, la sécurité ne s'améliore pas. Elle change simplement de visage. Les groupes armés, loin de disparaître, s'adaptent, se fragmentent, changent de méthode et de cible. Les populations, censées être protégées, voient grandir la défiance envers ces forces extérieures, perçues comme des acteurs de plus du jeu, pas nécessairement au service des intérêts locaux. Dans ce climat, une véritable industrie de la contre-insurrection prospère. Sociétés privées, consultants, fournisseurs d'équipements, tous bénéficient de la prolongation de l'urgence. Le Sahel devient un problème international récurrent, un espace où l'on teste doctrines, nouvelles technologies, modes d'intervention. L'exceptionnel devient routinier. L'état d'urgence n'est plus une parenthèse, c'est le cadre même du quotidien politique. Cette urgence permanente finit par être auto-entretenue. Chaque accalmie, chaque progrès local est relativisé, remis en question par une nouvelle menace, un nouveau narratif. Et tout cela sert à légitimer la présence d'acteurs extérieurs, à ancrer leur influence économique et politique. Accepter cette normalisation, c'est consentir à voir la souveraineté locale s'effriter, lentement, sous prétexte de sécurité. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la gestion de la violence, mais le pouvoir de définir les priorités, de choisir à qui profite la stabilité et à quelles conditions. Si l'on s'habitue à ce système, on finit par perdre de vue l'essentiel. La sécurité devient un prétexte, la gestion de crise un business et la souveraineté, une illusion. Mais derrière cette sécurisation à répétition, une ressource bien plus fondamentale continue de circuler sans entrave. Si le Sahel est si instable, pourquoi ces ressources franchissent-elles toujours les frontières? C'est là tout le paradoxe. À première vue, la région semble gouvernée par le chaos. Conflits armés, coups d'État, déplacements de population. Pourtant, sous cette surface agitée, un fait demeure constant. L'uranium du Niger, l'or du Burkina Faso, le pétrole du Tchad continuent d'alimenter discrètement les économies mondiales. Le Sahel, riche en matières premières, reste frappé par la pauvreté. Comment expliquer cette dissonance? Il faut regarder du côté du modèle d'extraction hérité de la période coloniale. Les grandes firmes étrangères détiennent les concessions, gèrent l'extraction, puis exportent les matières premières, sans véritable transformation locale. L'essentiel de la valeur ajoutée se crée ailleurs, dans les usines et les marchés boursiers des grandes capitales. Sur le terrain, l'infrastructure de transformation manque cruellement. Pas de raffinerie, peu d'usines, des routes stratégiques pour acheminer les minerais, souvent mieux sécurisées que les villages alentours. Cette dépendance reste subtile. Elle ne se lie pas seulement dans le fer ou l'uranium qui traversent les frontières, mais dans la manière dont les contrats sont négociés. Asymétriques, souvent opaques, ils favorisent le maintien d'un flux constant vers l'extérieur, pendant que les revenus transitent par des circuits financiers hors du continent. Même dans un contexte d'insécurité, l'extraction ne s'interrompt pas. Les routes minières sont protégées, les convois d'exportation circulent, parfois sous escorte militaire internationale, tandis que la population locale affronte instabilité et précarité. Ici, la stabilité n'est pas conçue pour la société, mais pour le marché. La priorité, c'est l'assurance que les ressources affluent.
Et quand un débat sur la souveraineté monte, les réactions ne tardent pas. Pression diplomatique, sanctions économiques, menaces d'isolement. À chaque fois qu'un État réclame la renégociation des contrats ou tente d'industrialiser localement, la résistance s'organise, de l'ancien partenaire à la communauté internationale. Le message est clair. Toucher à cet équilibre, c'est menacer un système où la stabilité profite d'abord à ceux qui sont à l'extérieur. Pourtant, aujourd'hui, le Sahel tente d'inverser la donne. L'Alliance des États du Sahel, par exemple, envoie un signal. La région veut expérimenter de nouveaux modèles. On voit apparaître des stratégies de diversification des alliances, Russie, Chine, Turquie, pays du Golfe, Occident, dans l'espoir de rompre le monopole de certaines puissances historiques. Cette multipolarité n'est pas qu'une idéologie, c'est un levier de négociation. Plus d'options, c'est plus de marge pour imposer ses conditions. Mais cette bascule comporte ses propres risques, car remplacer une dépendance par une autre ne change pas les structures en profondeur. Les nouveaux partenariats restent à l'épreuve. Rhétorique de souveraineté contre réalité institutionnelle. Le vrai enjeu, c'est d'aller au-delà des discours pour bâtir une autonomie industrielle et financière solide. Pour nous, l'enjeu est crucial. Ignorer la logique des flux, c'est accepter sans le dire que la stabilité économique du Sahel profite avant tout à l'extérieur, au détriment des populations locales. Reconnaître ces dynamiques, c'est refuser la fatalité de la pauvreté et exiger un partage équitable des richesses. Mais une autre bataille, invisible, se joue ailleurs, celle de la perception. Quand l'image de crise devient une prophétie autoréalisatrice, qui ose en écrire un nouveau chapitre? Ouvrez n'importe quel journal international sur le Sahel ces 10 dernières années. Les images sont toujours les mêmes. Convois militaires dans la poussière, groupes armés, familles déplacées, sommets d'urgence. Ces réalités existent, bien sûr. Mais voilà ce qu'on montre rarement. Les négociations économiques en coulisses, les nouvelles routes commerciales, les investissements dans la transformation locale de l'or, les programmes d'autosuffisance agricole, l'émergence d'alliances diplomatiques inédites. Parce que dans le récit dominant, le Sahel n'est pas un acteur, c'est un décor, un terrain de crise. Et pourtant, ce récit n'est pas neutre. Il façonne l'économie, il façonne le pouvoir. Car dans le système global, le storytelling, ce n'est pas juste une question d'image, c'est de la gravité économique. Les agences de notation réagissent à la perception du risque. Les investisseurs répondent aux gros titres. Les assureurs font grimper les primes à la moindre montée de tension. Dès qu'une région est classée comme instable, le capital devient prudent, les prêts se renchérissent, les projets privés se font rares. L'image de fragilité finit par créer sa propre réalité économique. Et ce n'est pas un complot, c'est la logique même des marchés qui tarifie la perception avant la réalité. C'est là que le récit devient un levier stratégique. Imaginez, lorsqu'un pays du Sahel commence à vouloir renégocier ses contrats miniers, à renforcer ses alliances régionales, à réclamer plus de contrôle sur ses ressources, on constate souvent une intensification du discours sur la gouvernance ou les risques démocratiques. Attention, l'exigence d'état de droit est essentielle, elle n'est pas à relativiser. Mais le timing de cette amplification n'est jamais anodin. Quand un État renouvelle calmement les contrats dans les anciens termes, cela passe presque inaperçu. Quand il les remet en cause, le projecteur s'allume instantanément. Le récit devient alors une arme de négociation, voire de dissuasion. Ce mécanisme n'est pas unique au Sahel. L'histoire regorge d'exemples où la montée en puissance d'un acteur s'est heurtée à une résistance narrative. Regardez le Japon au début du XXe siècle, l'Allemagne après-guerre, ou la Chine industrielle plus récemment. Chaque transition majeure a généré des vagues de critiques, de doutes, d'inquiétudes, comme une façon de contenir l'élan. Le Sahel, à une autre échelle, vit la même dynamique. Tant qu'il reste catalogué comme « problème à gérer », il reste sous le contrôle d'acteurs extérieurs. Mais s'il commence à imposer ses conditions, à se présenter non plus comme terrain d'opération mais comme partenaire de négociation, tout le jeu change. Et la bataille se déplace du terrain militaire vers le terrain de l'information.
C'est pour ça que la question du récit est aujourd'hui essentielle. Parce que celui qui perd la bataille du récit perd l'accès aux ressources, aux investissements, à la légitimité. Mais cette réalité est en train de bouger. Une génération de jeunes Africains, grâce aux réseaux sociaux, commence à fissurer le monopole du discours international. Les histoires locales, les succès, les revendications circulent sans passer par les filtres éditoriaux. Les interprétations concurrentes cohabitent, se répondent, créant un débat inédit sur la scène mondiale. Le récit n'est plus univoque, et cette pluralité redessine les règles du jeu. Le véritable défi, maintenant, c'est de passer d'une région gérée à une région négociatrice, capable d'imposer ses priorités, de définir ce que la stabilité ou le développement signifie selon ses propres termes. Car la question n'est plus seulement de savoir qui contrôle le territoire, mais qui contrôle le sens même de la stabilité. La vraie bataille du Sahel commence là où s'arrête le vieux récit. On a longtemps voulu nous faire croire que l'instabilité, ici, était une fatalité. Qu'une succession de crises, de coups d'État et d'interventions étrangères n'étaient que le reflet d'un désordre naturel, impossible à maîtriser. Mais aujourd'hui, la réalité n'a jamais été aussi claire. Le vrai champ de bataille n'est plus militaire, il est directionnel. Désormais, le Sahel n'est plus uniquement dans la réaction, il est dans la décision. La question n'est plus de survivre au chaos, mais de décider, enfin, qui écrit les règles du jeu. Car si des contrats peuvent pencher la balance de la souveraineté, si l'influence peut être dictée par la sécurité, alors l'enjeu n'est pas seulement de défendre un territoire, mais de redéfinir ce que l'on veut protéger et comment. Pendant plus d'une décennie, le Sahel a subi des pressions croisées, insurrections, présence étrangère, extraction massive des ressources, sanctions, alliances fragiles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'ère du choc, c'est celle de l'intention. L'enjeu, c'est de ne plus laisser aux autres le luxe de définir ce qu'est la stabilité. Est-ce que la stabilité, c'est simplement exporter des minerais sans rien transformer sur place? Ou bien, est-ce bâtir des capacités locales, créer de la valeur sur le continent? Est-ce que la sécurité, c'est aligner des forces étrangères ou renforcer l'intégration régionale et l'autonomie des armées nationales? Est-ce qu'un partenariat, c'est seulement de l'aide ou un véritable transfert de savoir-faire et d'équité industrielle? Ce ne sont pas des débats idéologiques, ce sont des choix structurels, profonds, concrets. Aujourd'hui, le Sahel est à la croisée des chemins. Il y a la voie de la continuité. Maintenir une dépendance à des architectures extérieures pour la sécurité, réformer à petits pas sans bouleverser l'ordre établi. Cette option promet la stabilité, mais au prix d'un équilibre qui profite rarement aux peuples locaux. L'autre voie, plus risquée, c'est celle de la réinvention. Renégocier les alliances, reconstruire les institutions de l'intérieur, exiger plus d'équité dans les contrats et miser sur la coopération régionale. C'est une piste incertaine, pleine de défis, mais qui offre enfin la possibilité de peser sur son destin. Mais attention, la souveraineté, ce n'est pas qu'un cri de ralliement. C'est un effort. Ça veut dire discipline budgétaire, coordination civile et militaire, transparence, indépendance judiciaire. Sans ces piliers, l'autonomie reste un slogan creux. Les jeunes du Sahel regardent, jugent, attendent des résultats concrets. Plus d'électricité, plus d'emplois, une agriculture renforcée. Le soutien populaire dépendra de ce qui change, réellement, dans la vie quotidienne. Le monde extérieur, lui aussi, observe. Les puissances ne partiront pas pour des raisons morales, mais parce que les rapports de force auront évolué, parce que les négociations changeront de ton. Et c'est là que tout se joue. Rester spectateur, c'est laisser d'autres décider qui profitera de l'avenir du Sahel. Mais choisir d'agir, c'est reprendre la main sur ses ressources, ses récits, sa réputation. Alors, que va décider le Sahel? Peut-il transformer la pression en institution solide, capable d'ancrer sa souveraineté? Ou retombera-t-il dans une fragilité sous gestion étrangère? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires qui changent la perspective.